Le 10 mai 1774, un corbillard traverse les rues de Paris en pleine nuit. Pas de cortège, pas de cérémonie, pas de foule endeuillée. Les autorités ont donné l'ordre formel d'enterrer le roi dans le plus grand secret. Pourquoi? Parce qu'elles redoutent que le peuple vienne cracher sur le cercueil. Ce roi qu'on transporte comme un criminel, c'est Louis XV, celui-là même que le peuple avait surnommé le Bien-Aimé 30 ans plus tôt. Comment un souverain adulé peut-il finir détesté au point qu'on doive l'inhumer comme un voleur? C'est l'histoire d'une chute vertigineuse. 1er septembre 1715. Louis XIV vient de s'éteindre après 72 ans de règne. La France pleure le roi Soleil, ce monarque qui a fait trembler l'Europe entière. Mais qui va lui succéder? Un enfant de 5 ans. Louis, duc d'Anjou, devient Louis XV du jour au lendemain. Ce gamin n'a jamais demandé à être roi. Il a perdu son père, sa mère, son frère et sa sœur en l'espace de quelques mois. Une épidémie de rougeole a décimé toute sa famille. Il se retrouve seul, orphelin, avec sur les épaules le poids d'un royaume épuisé par les guerres incessantes de son arrière-grand-père. L'enfant est fragile, timide, renfermé. Il a vu la mort de près. Les médecins de la cour ont même failli le tuer en voulant le soigner. Quand la maladie l'a frappé à son tour, ces charlatans ont voulu le saigner comme ils avaient saigné les autres membres de sa famille. Sa gouvernante, la duchesse de Ventadour, s'y est opposée. Elle l'a caché, elle l'a protégé. C'est probablement ce qui l'a sauvé. Mais le traumatisme reste. Ce petit roi a peur de tout, surtout de la mort qui rôde autour de lui depuis toujours. Philippe d'Orléans devient régent. Le neveu de Louis XIV prend les rênes du pouvoir en attendant que le jeune Louis atteigne sa majorité. Philippe est tout le contraire de son oncle. Là où Louis XIV incarnait la majesté et la discipline, Philippe incarne la débauche et la légèreté. Il organise des fêtes scandaleuses au palais royal. Le vin coule à flot, les femmes se succèdent dans son lit et pendant ce temps, la cour chuchote. On l'accuse d'avoir empoisonné tous les héritiers qui le séparèrent du trône. C'est faux, mais la rumeur s'installe. Le petit Louis grandit dans cette atmosphère de corruption et de suspicion. La régence dure 8 ans. 8 années pendant lesquelles le jeune roi apprend ce qu'est vraiment le pouvoir, un terrain miné où chacun complote pour son propre intérêt. Philippe d'Orléans meurt en 1723, foudroyé par une attaque alors qu'il est dans les bras de sa maîtresse. Louis XV a 13 ans. Il est temps pour lui de régner. Le jeune roi n'inspire que de la sympathie. Il est beau, élégant, raffiné. Les Français voient en lui l'espoir d'une renaissance après les années sombres de la fin du règne de Louis XIV. On l'a marié à Marie Leszczyńska, une princesse polonaise de 7 ans, son aînée. Elle n'est pas d'une grande beauté, elle n'est pas riche, mais elle apporte ce dont Louis a besoin, de la stabilité. Le mariage a lieu en 1725, Louis XV a 15 ans et semble enfin sortir de sa coquille. Le cardinal de Fleury devient son principal ministre. Cet homme de 73 ans va gouverner la France pendant 17 ans, avec sagesse et modération. Fleury comprend que le royaume a besoin de paix et de stabilité économique. Il évite les guerres coûteuses, il assainit les finances, il favorise le commerce. Sous sa direction, la France connaît une période de prospérité relative. Les Français respirent. Après les guerres incessantes de Louis XIV et les scandales de la Régence, ils ont enfin un gouvernement stable. Louis XV, pendant ce temps, reste dans l'ombre de Fleury. Il chasse, il s'occupe de sa famille, il laisse son ministre gérer les affaires du royaume. Marie Leszczyńska lui donne 10 enfants en 10 ans. Le roi fait son devoir conjugal avec une régularité mécanique, mais sans passion. La reine, épuisée par ses grossesses à répétition, finit par fermer la porte de sa chambre. Louis a 27 ans et une libido que son épouse ne peut plus satisfaire. C'est là que commence sa descente. Le roi prend sa première maîtresse officielle en 1733. Elle s'appelle Louise Julie de Mailly. Elle n'est ni la plus belle ni la plus intelligente, mais elle est disponible. Louis s'attache à elle avec une intensité qui surprend la cour. Il a besoin d'affection, de tendresse, de quelqu'un qui le regarde autrement que comme un roi. Louise Julie lui offre cette illusion, mais elle ne restera pas seule longtemps. Ses sœurs vont la rejoindre. D'abord Pauline Félicité,
puis la plus ambitieuse de toutes, Marie-Anne, marquise de Vintimille. Cette dernière comprend rapidement qu'être la maîtresse du roi n'est pas qu'une question de sentiment, c'est du pouvoir. Elle commence à s'immiscer dans les affaires politiques, à recommander des nominations, à influencer les décisions. Louis, qui n'a jamais vraiment gouverné seul, se laisse guider. Marie-Anne meurt en couche en 1741, mais le mal est fait. Le roi a pris goût à cette relation où sexe et politique se mélangent. La guerre de succession d'Autriche éclate en 1740. La France se retrouve engagée dans un conflit européen majeur. Louis XV décide de suivre l'exemple de son arrière-grand-père et de se rendre sur le front. En 1744, il part rejoindre son armée à Metz. C'est là que survient l'événement qui va lui valoir son surnom de bien-aimé. Le roi tombe gravement malade. La fièvre le terrasse. Il délire. On le croit perdu. La nouvelle se répand dans tout le royaume. Le peuple prie pour sa guérison. Des processions sont organisées, des messes sont célébrées. On redécouvre soudain qu'on aime ce roi. Il représente la stabilité, la continuité. Sans lui, c'est le chaos. Louis XV survit. Quand la nouvelle de sa guérison parvient à Paris, c'est l'explosion de joie. Les cloches sonnent, les fontaines coulent du vin. Le peuple célèbre son roi. On le surnomme Louis le Bien-Aimé. Lui-même est touché par cet élan d'affection. Il fait vœu de devenir un meilleur roi, un meilleur chrétien. Il renvoie sa maîtresse du moment. Mais cette résolution ne durera pas. Jeanne-Antoinette Poisson est la fille d'un financier. Elle n'a pas de titre de noblesse, elle n'appartient pas au monde de la cour, mais elle possède quelque chose de bien plus précieux, une intelligence remarquable et une ambition sans limite. Elle a 23 ans quand elle décide de séduire le roi. Elle n'y va pas par hasard. Elle planifie, elle calcule, elle se renseigne sur les goûts de Louis XV, elle apprend qu'il aime la chasse, alors elle se place sur son chemin lors d'une partie de chasse en forêt de Sénart. Elle sait qu'il apprécie les femmes spirituelles, alors elle cultive son esprit. Elle lit, elle s'entoure de philosophes et d'artistes. La stratégie fonctionne. Louis XV tombe sous le charme. En 1745, il la fait marquise de Pompadour et l'installe officiellement à Versailles. La cour est scandalisée. Accepter une noble comme maîtresse, c'était déjà choquant. Mais une bourgeoise? C'est intolérable. Les princes du sang la snobent, les duchesses refusent de lui adresser la parole, mais Pompadour ne se laisse pas démonter. Elle a le roi dans son lit et l'influence sur les décisions politiques. C'est tout ce qui compte. Pompadour va régner sur Versailles pendant 20 ans. Elle ne se contente pas d'être une maîtresse décorative. Elle s'implique dans tout, la politique étrangère, les nominations de ministres, les décisions militaires, le mécénat artistique. Elle fait tomber des ministres qui lui déplaisent, elle en fait nommer d'autres qui lui sont favorables. Le cardinal de Fleury meurt en 1743 et Louis XV se retrouve enfin aux commandes. Mais c'est Pompadour qui tient vraiment les rênes. C'est elle qui pousse le roi à renverser les alliances traditionnelles de la France. Depuis des siècles, la France combat la maison d'Autriche. En 1756, Pompadour convainc Louis XV de s'allier avec l'Autriche contre la Prusse. Ce renversement diplomatique stupéfie l'Europe. Il va entraîner la France dans la guerre de 7 ans, le plus grand désastre militaire et colonial du règne. 1756. La guerre éclate sur tous les continents. En Europe, la France combat la Prusse et l'Angleterre. En Amérique du Nord, elle défend ses colonies contre les Britanniques. En Inde, elle se bat pour maintenir ses comptoirs commerciaux. C'est une guerre mondiale avant l'heure, et la France va la perdre sur tous les fronts. Les défaites s'accumulent. En 1759, Montcalm est écrasé devant Québec. Le Canada français tombe aux mains des Anglais. La même année, la flotte française est anéantie lors de la bataille de la baie de Quiberon. En Inde, Pondichéry capitule en 1761. L'empire colonial français s'effondre. Les Français découvrent avec horreur que leur roi, celui qu'ils appellent encore le bien-aimé, est en train de perdre tout ce que ses prédécesseurs ont construit. Le traité de Paris, signé en 1763, entérine le désastre. La France cède le Canada, la Louisiane orientale et la plupart de ses possessions en Inde à l'Angleterre. C'est une humiliation nationale. Le peuple commence à se poser des questions. Comment un si grand royaume peut-il subir une telle défaite? Les pamphlets circulent, de plus en plus virulents. On accuse Pompadour d'avoir sacrifié la France à ses intrigues personnelles.
On reproche au roi sa faiblesse, son incapacité à gouverner. Louis XV tente de reprendre les choses en main. En 1764, Madame de Pompadour meurt à l'âge de 42 ans, épuisée par 20 années de luttes et d'intrigues. Le roi pleure sincèrement celle qui a été sa compagne, sa confidente, sa conseillère. Mais il n'est pas homme à rester seul. Pendant toutes ces années, le roi ne s'est pas contenté de ses maîtresses officielles. Il a développé un goût pour les très jolies filles. Son valet de chambre, le Bel, lui organise des rencontres discrètes dans une petite maison près de Versailles. On l'appelle le Parc aux Cerfs. C'est là que Louis XV entretient des dizaines de jeunes femmes, souvent mines, recrutées parmi les classes populaires. Le système est rodé. Le Bel repère des filles pauvres, jolies, innocentes. Il leur promet une vie meilleure, de l'argent, une éducation. Il les installe dans cette maison où elles attendent les visites du roi. Louis XV vient les voir en se faisant passer pour un noble quelconque. Certaines ne savent même pas qu'elles couchent avec le roi de France. Quand elles tombent enceintes, on les marie rapidement à des complaisants, on leur donne une dot, et on les fait disparaître. Ce système fonctionne dans le plus grand secret pendant des années. Mais les rumeurs finissent par filtrer. Les pamphlets les plus sulfureux commencent à circuler. On parle de débauche, de perversion, d'abus. On raconte que le roi fait kidnapper des filles pour assouvir ses pulsions. La plupart de ces histoires sont exagérées, mais le fond est vrai. Louis XV entretient effectivement un système organisé de prostitution qui implique des filles. Le scandale atteint son paroxysme avec l'affaire Morphise. Cette fille a été la maîtresse du roi pendant plusieurs mois. Quand il se lasse d'elle, elle refuse de partir tranquillement. Elle menace de révéler ce qu'elle sait. On la fait enfermer dans un couvent, mais elle continue à écrire des lettres vengeresses. Finalement, on la fait disparaître. L'affaire fait grand bruit. Le peuple commence à voir son roi non plus comme un monarque faible, mais comme un pervers. En 1768, une nouvelle femme entre dans la vie de Louis XV. Elle s'appelle Jeanne Bécu, mais tout le monde la connaît sous le nom de Madame du Barry. Son parcours est stupéfiant. Elle est née dans la misère, a été couturière, puis prostituée de luxe à Paris. Elle a fréquenté les maisons de jeu, les salons galants, les lieux de débauche. Un homme, le comte Jean du Barry, a compris qu'elle pourrait intéresser le roi. Il l'a présentée à Versailles. Louis XV a 58 ans. Il tombe immédiatement sous le charme de cette femme qui n'a rien de la sophistication de Pompadour, mais qui possède une sensualité débordante. Pour pouvoir la présenter officiellement à la cour, il faut lui trouver un titre. Le comte du Barry accepte de se marier avec elle, mais uniquement pour la forme. Le mariage a lieu, et quelques mois plus tard, Jeanne devient officiellement la maîtresse du roi. La cour est horrifiée. Accepter une bourgeoise comme Pompadour était déjà difficile, mais une ancienne prostituée? C'est intolérable. Les princes refusent de la saluer, les duchesses crachent sur son passage. Marie-Antoinette, la jeune dauphine autrichienne qui vient d'épouser le futur Louis XVI, refuse pendant des mois de lui adresser la parole. Finalement, sous la pression, elle lâche cette phrase cinglante. « Il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles. » C'est la seule fois qu'elle reconnaîtra son existence. Mais du Barry s'en moque. Elle a le roi, et c'est tout ce qui compte. Elle dépense sans compter. Elle commande des robes somptueuses, des bijoux extravagants. Elle fait décorer des appartements entiers. Les sommes qu'elle engloutit sont astronomiques. À un moment où les finances du royaume sont dans un état catastrophique, où le peuple commence à avoir faim, cette débauche de luxe est une provocation. Les pamphlets deviennent de plus en plus violents. On ne critique plus seulement les choix politiques du roi. On s'attaque à sa vie privée, à sa moralité. On le traite de débauché, de pervers, de roi faible dominé par ses maîtresses. Des libelles pornographiques circulent, décrivant avec force détail les prétendus ébats du roi. Certains sont tellement obscènes qu'on ne peut même pas les citer. La monarchie est traînée dans la boue. Louis XV n'est pas complètement aveugle. Il voit que quelque chose ne va pas. Il comprend que la France a besoin de réformes profondes. Le système fiscal est à bout de souffle. Les nobles et le clergé ne paient pratiquement pas d'impôts. Tout le poids de la fiscalité repose sur le tiers-État. Les parlements régionaux bloquent systématiquement toute tentative de réforme. La dette s'accumule de façon vertigineuse. Le roi nomme des ministres réformateurs. Machaut d'Arnouville tente d'instaurer un impôt du 20e qui toucherait tous les ordres, y compris la noblesse et le clergé.
c'est le chaos. Les privilégiés hurlent, les parlements refusent d'enregistrer l'édit, le clergé menace d'excommunication. Louis XV recule. Il renvoie Machaut et abandonne la réforme. Quelques années plus tard, il tente à nouveau avec Choiseul. Même résultat. Puis avec Maupoux, qui va plus loin que les autres. En 1771, Maupoux supprime les parlements régionaux et les remplace par des cours nommées par le roi. C'est un coup d'État juridique. Les parlementaires sont exilés. Pour la première fois depuis des décennies, le roi reprend le contrôle. Mais cette victoire est de courte durée. L'opposition est telle que Louis XV n'osera jamais aller jusqu'au bout. Il maintient les nouvelles cours, mais sans vraiment les soutenir. Le problème fondamental, c'est que Louis XV n'a pas la force de caractère nécessaire pour imposer des réformes impopulaires. Il est intelligent, il comprend les enjeux, mais il manque de courage. Chaque fois qu'il rencontre de la résistance, il recule. Il préfère éviter le conflit plutôt que d'affronter l'opposition. Cette faiblesse va coûter cher à son petit-fils Louis XVI, qui héritera d'un royaume au bord de l'explosion. Les années 1770 marquent un tournant. La popularité du roi s'est complètement effondrée. Les pamphlets ne se contentent plus de critiquer, ils appellent ouvertement à la révolte. Des textes circulent suggérant que le roi pourrait être assassiné, voire qu'il mériterait de l'être. La police essaie de contrôler cette littérature subversive, mais c'est peine perdue. Les imprimeurs clandestins se multiplient, les libelles arrivent de l'étranger, notamment de Londres et d'Amsterdam. Les Parisiens ne se cachent plus pour insulter le roi. Des graffitis apparaissent sur les murs de la capitale. On retrouve des caricatures obscènes placardées au carrefour. Lors des apparitions publiques du roi, de plus en plus rares, le silence glacial remplace les acclamations d'autrefois. Parfois, quelqu'un ose lancer une insulte. La garde intervient, arrête le coupable, mais le mal est fait. Le respect pour la monarchie s'effrite jour après jour. L'Église elle-même commence à prendre ses distances. Les curés, dans leurs sermons, évoquent de moins en moins le roi avec révérence. Certains osent des critiques voilées sur la débauche qui règne à la cour. L'alliance entre le trône et l'autel, qui a toujours été le socle de la monarchie française, se fissure. Les philosophes des Lumières attisent le feu. Voltaire, Diderot, Rousseau, tous critiquent la monarchie absolue. Ils ne s'attaquent pas directement à Louis XV, la censure veille, mais leurs écrits sapent les fondements mêmes du système. Ils parlent de contrat social, de souveraineté populaire, de droit naturel. Ces idées se diffusent dans les salons, dans les cafés, dans les universités. Une génération entière grandit en remettant en question l'ordre établi. Louis XV a envoyé que quelque chose est en train de changer. En 1757, il a échappé de peu à un attentat. Un homme nommé Damiens l'a poignardé avec un petit couteau. La blessure était superficielle, mais le choc a été terrible. Pour la première fois depuis Henri IV, un roi de France était directement attaqué. Damiens a été exécuté dans des conditions atroces, mais son geste a montré que le roi n'était plus intouchable. En 1765, une crise majeure éclate en Bretagne. Le duc d'Aiguillon, gouverneur de la province, entre en conflit avec le Parlement local. Les parlementaires accusent le duc d'abus de pouvoir, de corruption, de mépris des libertés locales. Le duc riposte en faisant arrêter les meneurs. C'est l'escalade. Le Parlement de Paris prend fait et cause pour ses collègues bretons. Louis XV soutient d'Aiguillon. Les parlementaires démissionnent en masse. C'est un bras de fer entre le roi et les corps intermédiaires du royaume. La crise dure des mois. Finalement, Louis XV convoque une séance solennelle du Parlement. Le 3 mars 1766, il prononce le discours dit de la flagellation. Dans ce discours, le roi rappelle brutalement où se trouve le pouvoir. Il affirme qu'il est le seul souverain, que l'autorité vient de lui seul, que les parlements n'existent que par sa volonté. C'est une affirmation claire et nette de la monarchie absolue. Mais au lieu de renforcer son autorité, ce discours provoque l'effet inverse. Il montre à quel point le roi est sur la défensive. Il révèle la fragilité d'un système qui a besoin de rappeler constamment les principes sur lesquels il repose. L'affaire se termine par une victoire en demi-teinte pour le roi. Les parlementaires reprennent leur travail, mais l'amertume reste. Le conflit a montré que la monarchie ne peut plus gouverner sans tenir compte des résistances. L'absolutisme de Louis XIV n'est plus possible. Louis XV le sait, mais il ne sait pas comment évoluer.
Il reste prisonnier d'un système qu'il ne peut ni maintenir ni réformer. Les années passent et le roi vieillit. Il a 60 ans passés. Sa santé décline. Il souffre de plus en plus de crises d'angoisse, de moments de profonde mélancolie. Il a conscience d'avoir raté son règne. Il aurait pu être un grand roi. Il avait l'intelligence nécessaire, mais il n'a pas eu la force de caractère. Il a laissé ses maîtresses gouverner à sa place. Il a reculé devant les réformes nécessaires. Il a perdu un empire colonial. Il laissera à son successeur un royaume au bord de la faillite et une monarchie discréditée. Madame du Barry règne toujours sur Versailles. Elle a maintenant une influence politique réelle. Elle pousse à la nomination de ministres qui lui sont favorables. Elle intervient dans les décisions importantes. Mais elle sent bien que le vent tourne, le dauphin Louis, le futur Louis XVI, la déteste. Marie-Antoinette la méprise. Quand Louis XV mourra, elle sait qu'elle sera immédiatement chassée. Le roi continue ses habitudes. Il chasse, il fréquente du Barry, il évite autant que possible les audiences officielles. Il se réfugie dans les petits appartements de Versailles, loin de l'étiquette étouffante de la cour. Il semble attendre la mort. Parfois, dans des moments de lucidité cruelle, il prononce cette phrase qui révèle tout de son règne. « Après moi, le déluge ». Le 27 avril 1774, Louis XV rentre de la chasse. Il se plaint de maux de tête violents. Le lendemain, la fièvre apparaît. Les médecins diagnostiquent rapidement la variole. La maladie est mortelle dans la majorité des cas à l'époque, surtout pour un homme de 64 ans. Le roi est conscient de la gravité de son état. Il fait venir un prêtre et se confesse. Sa confession dure plusieurs heures. Il reconnaît tous ses péchés, ses adultères, sa débauche, sa négligence dans le gouvernement du royaume. Le prêtre exige qu'il renvoie publiquement Madame du Barry avant de recevoir les derniers sacrements. Louis XV accepte. Du Barry est chassée de Versailles dans l'heure qui suit. Elle part en pleurant, consciente qu'elle ne reverra jamais le roi vivant. Les jours passent et l'état du roi empire. Son visage se couvre de pustules, son corps se déforme. La maladie le ravage. L'odeur est si insupportable que les courtisans hésitent à entrer dans sa chambre. Seuls quelques fidèles restent à son chevet. Le dauphin et sa famille se tiennent à distance, attendant la nouvelle de sa mort. Le 10 mai 1774, vers 3 heures de l'après-midi, Louis XV rend son dernier souffle. Il a régné 59 ans, plus longtemps que n'importe quel roi de France à l'exception de son arrière-grand-père, Louis XIV. Mais alors que la mort du roi Soleil avait plongé le royaume dans le deuil, la mort de Louis XV est accueillie avec soulagement, voire avec joie. Les autorités savent qu'elles ont un problème. Le corps du roi doit être transporté de Versailles à la basilique de Saint-Denis, la nécropole des rois de France. Normalement, ce serait l'occasion d'une cérémonie grandiose, d'un cortège solennel. Mais là, c'est impossible. Les ministres redoutent que le peuple ne profite de l'occasion pour manifester sa haine. Ils décident donc d'organiser un enterrement nocturne et discret. Le 12 mai, 2 jours après sa mort, le cercueil de Louis XV est placé dans un carrosse banalisé. Pas de cortège officiel, pas de garde d'honneur en tenue d'apparat. Juste quelques soldats pour escorter le véhicule. Le départ a lieu à la nuit tombée. Le convoi traverse rapidement la distance qui sépare Versailles de Saint-Denis, en évitant autant que possible les zones habitées. Malgré ces précautions, la nouvelle s'est répandue. Des groupes de Parisiens se rassemblent sur le passage du cortège. Ils ne viennent pas pour pleurer leur roi. Ils viennent pour se réjouir de sa mort. Certains chantent des chansons obscènes, d'autres crient des insultes. Quelqu'un lance « Voilà le bien-aimé qui s'en va !» Et la foule éclate de rire. Les soldats accélèrent ce pas, pressés d'en finir. À Saint-Denis, la cérémonie est expédiée. Pas de messe solennelle, pas de discours, pas d'hommage. Le cercueil est descendu dans le caveau royal et c'est terminé. Louis XV rejoint ses prédécesseurs dans l'anonymat. Jamais un roi de France n'a été enterré avec si peu d'égards. C'est l'ultime humiliation pour celui qui avait été acclamé comme le bien-aimé. Les pamphlets qui circulent le lendemain sont d'une cruauté inouïe. L'un d'eux compare Louis XV à Néron, un autre le présente comme un monstre de débauche qui a ruiné la France. Les caricatures le montrent en enfer, torturé par les démons. Aucun roi n'avait jamais été traité de cette façon après sa mort.
La monarchie vient de franchir un seuil. Le respect pour l'institution royale n'existe plus. Louis XVI monte sur le trône à 20 ans. Il est maladroit, timide, dépourvu de charisme. Il hérite d'une situation catastrophique. Les finances du royaume sont dans un état désastreux. La dette publique atteint des sommets vertigineux. Les recettes de l'État ne couvrent même plus les intérêts de la dette. Il faut des réformes urgentes, mais les structures qui bloquaient déjà Louis XV sont toujours en place. Le nouveau roi commence par renvoyer tous les ministres de son prédécesseur. Maupeou, qui avait tenté de réformer les parlements, est chassé. Les anciens parlements sont rétablis. C'est une erreur stratégique majeure. Louis XVI cherche à se concilier l'opinion publique en revenant sur les mesures autoritaires de son grand-père, mais il se prive du seul levier qui aurait pu lui permettre de réformer le système. Madame du Barry est exilée dans un couvent, puis autorisée à se retirer dans une propriété à la campagne. Elle y vivra tranquillement jusqu'à la Révolution, qui la rattrapera en 1793. Elle mourra sur l'échafaud, l'une des dernières victimes de la Terreur. Son exécution effacera définitivement les traces du règne de Louis XV. Le jeune Louis XVI nomme Turgot comme contrôleur général des finances. C'est un homme des Lumières, partisan du libéralisme économique. Il propose des réformes audacieuses, supprimer les corporations, abolir la corvée, instaurer la libre circulation des grains. Mais ces mesures heurtent tous les intérêts établis. Les parlements s'y opposent, la noblesse proteste, le clergé gronde. Louis XVI hésite, tergiverse, puis cède. En 1776, il renvoie Turgot. La première tentative de réforme sérieuse vient d'échouer. Necker lui succède. Ce banquier genevois tente une autre approche. Plutôt que de réformer, il emprunte. Il finance les dépenses de l'État par le crédit. Ça fonctionne un temps, mais ça ne fait qu'aggraver le problème de la dette. Quand Necker publie son célèbre « Compte rendu au roi » en 1781, censé montrer la bonne santé des finances, c'est un mensonge. Les chiffres sont truqués. La réalité est bien plus sombre. Calonne prend la suite. Il comprend que sans réforme fiscale profonde, la monarchie court à la catastrophe. En 1787, il propose un plan radical, un impôt territorial qui toucherait tous les propriétaires, y compris les privilégiés. Pour faire passer cette réforme, il convoque une assemblée de notables. Ces derniers refusent catégoriquement. Ils ne veulent pas payer. Calonne est renvoyé à son tour. La situation devient critique. Les caisses de l'État sont vides. Il faut trouver de l'argent, mais personne ne veut payer. Les parlements bloquent toute tentative de nouvel impôt. Louis XVI se retrouve dans une impasse. En 1788, il prend une décision qui va sceller le sort de la monarchie. Il convoque les États généraux, cette assemblée des trois ordres qui ne s'est pas réunie depuis 1614. Cette crise qui mène tout droit à la Révolution est l'héritage direct de Louis XV. C'est lui qui a laissé pourrir la situation pendant des décennies. Chaque fois qu'une réforme était nécessaire, il a reculé. Chaque fois qu'il fallait affronter les privilégiés, il a cédé. Il a préféré emprunter plutôt que de réformer, dépenser plutôt que d'économiser, plaire à ses maîtresses plutôt que de gouverner. La dette astronomique que Louis XVI hérite vient en grande partie de la guerre de 7 ans. Cette guerre désastreuse, lancée en partie pour complaire à Madame de Pompadour, a coûté des sommes colossales. Elle a non seulement ruiné les finances, mais elle a aussi terni l'image de la France à l'international. La perte du Canada et de la Louisiane a été vécue comme une humiliation nationale. Les Français ont vu leur empire colonial s'effondrer pendant que l'Angleterre triomphait. Le discrédit de la monarchie vient aussi directement de Louis XV. Ses scandales sexuels, son système du parc aux cerfs, ses maîtresses dépensières ont détruit le respect que le peuple portait à l'institution royale. Comment croire en une monarchie de droit divin quand le roi se comporte comme un débauché? Comment respecter un souverain qui laisse des prostituées gouverner le royaume? Louis XV a brisé le lien mystique entre le roi et son peuple. Les idées des Lumières ont prospéré pendant son règne parce qu'il n'a jamais su y répondre. Au lieu de réformer pour couper l'herbe sous le pied des philosophes, il a continué dans l'immobilisme. Les critiques de Voltaire et Rousseau résonnaient d'autant plus fort qu'elles décrivaient une réalité que chacun pouvait constater. La monarchie était inefficace, injuste, corrompue. Les philosophes ne faisaient qu'énoncer ce que tout le monde pensait. La transformation de Louis XV du bien-aimé au plus détesté
illustre un mécanisme historique implacable. Un dirigeant peut bénéficier d'un capital de sympathie au départ, mais ce capital n'est pas inépuisable. Il faut le renouveler par des actions, par des réformes, par des victoires. Louis XV a vécu sur l'héritage de Louis XIV pendant les premières années de son règne, puis sur la sympathie qu'il avait acquise lors de sa maladie de Metz. Mais après, il n'a plus rien fait pour mériter l'amour de son peuple. Les échecs militaires ont joué un rôle crucial. La guerre de 7 ans a été un traumatisme national. Les Français avaient l'habitude de voir leur pays dominer l'Europe. Sous Louis XV, ils ont vu la France humiliée par l'Angleterre et la Prusse. Cette perte de prestige international s'est traduite par une perte de prestige intérieur. Si le roi ne peut même pas défendre les intérêts du royaume face à l'étranger, à quoi sert-il? Les scandales sexuels ont achevé de détruire son image. Dans une société où la moralité du roi était censée incarner celle du royaume, la débauche de Louis XV était intolérable. Les gens acceptaient qu'un roi ait des maîtresses, c'était dans l'ordre des choses. Mais le système du parc aux cerfs, les relations avec des mineurs, les dépenses folles de Madame du Barry, tout cela dépassait les bornes. Le roi n'était plus un modèle, c'était un contre-modèle. L'incapacité à réformer a été le péché capital. Louis XV voyait les problèmes, il comprenait qu'il fallait changer les choses, mais il n'avait pas le courage d'affronter les résistances. Chaque fois qu'un ministre proposait des réformes, les privilégiés protestaient et le roi reculait. Cette faiblesse a condamné non seulement son règne, mais toute la monarchie. En refusant de se réformer quand c'était encore possible, Louis XV a rendu la Révolution inévitable. L'influence des maîtresses de Louis XV mérite une analyse particulière. Pompadour et du Barry n'étaient pas de simples favorites. Elles étaient de véritables acteurs politiques. Pompadour a directement influencé la politique étrangère de la France. C'est elle qui a poussé au renversement des alliances, c'est elle qui a encouragé l'entrée dans la guerre de 7 ans. Ces choix ont eu des conséquences désastreuses pour le royaume. Du Barry, bien que moins cultivée, a elle aussi joué un rôle politique. Elle soutenait certains ministres contre d'autres, elle intervenait dans les nominations, elle recevait des pots de vin de ceux qui voulaient obtenir des faveurs du roi. Elle a transformé Versailles en un lieu de corruption où tout s'achetait. Cette vénalité généralisée a achevé de décrédibiliser la monarchie aux yeux du public. Mais ces femmes n'auraient jamais pu avoir autant de pouvoir si Louis XV avait été un roi plus fort. C'est sa faiblesse de caractère qui leur a permis de s'imposer. Il avait besoin d'être aimé, d'être rassuré, d'être pris en charge. Il trouvait auprès de ses maîtresses l'affection et la tendresse que sa femme ne lui donnait plus. Mais en se laissant dominer par elle, il a abdiqué une partie de son autorité. Cette dépendance affective du roi a eu des conséquences politiques majeures. Les ministres savaient que pour influencer le roi, il fallait passer par ses maîtresses. Pompadour pouvait faire tomber un ministre en une conversation au lit. Du Barry recevait les ambassadeurs et leur transmettait les messages du roi. Ce système informel de gouvernement sapait toute tentative d'administration rationnelle du royaume. Le problème fiscal était au cœur de tous les maux. La France était riche, mais l'État était pauvre. Pourquoi? Parce que le système fiscal était profondément injuste et inefficace. Les nobles ne payaient presque rien. Le clergé versait un don gratuit dérisoire. Les bourgeois fortunés trouvaient 1000 moyens d'échapper à l'impôt. Seuls les paysans et les petites gens payaient vraiment. Ce système était non seulement injuste, il était aussi économiquement absurde. En exemptant les plus riches, on privait l'État de ses principales sources de revenus. Les impôts indirects, comme la gabelle sur le sel ou les aides sur les boissons, pesaient lourdement sur les plus pauvres sans rapporter suffisamment pour couvrir les dépenses de l'État. Il fallait réformer, créer un impôt universel touchant tous les revenus. Mais cela supposait de s'attaquer aux privilèges. Louis XV a tenté plusieurs fois de réformer la fiscalité. L'impôt du XXe sous Machaut, les réformes de Maupoux, toutes ces tentatives ont échoué face à l'opposition des privilégiés. Les parlements, composés de nobles, refusaient d'enregistrer les éditos fiscaux. Le clergé menaçait d'excommunication. La noblesse criait au despotisme. Face à ce mur, Louis XV a toujours fini par céder. Cette capitulation devant les privilégiés a eu 2 conséquences dramatiques. D'abord, elle a rendu impossible toute consolidation des finances. La dette continuait à gonfler.
Les intérêts s'accumulaient, la situation devenait de plus en plus ingérable. Ensuite, elle a montré à tous que les privilégiés pouvaient défier le roi impunément. L'autorité royale en est sortie affaiblie, ridiculisée même. Un phénomène nouveau apparaît sous Louis XV, l'opinion publique. Pour la première fois dans l'histoire de France, ce que pense le peuple commence à compter. Les pamphlets circulent par milliers, les cafés deviennent des lieux de débat politique, les salons littéraires discutent des affaires de l'État. Une sphère publique se constitue en dehors du contrôle royal. Cette émergence de l'opinion publique est favorisée par plusieurs facteurs. L'alphabétisation progresse, de plus en plus de gens savent lire. L'imprimerie se développe, les livres et journaux deviennent plus accessibles. Les philosophes des Lumières créent un nouveau langage politique qui permet de critiquer le pouvoir. Les réseaux de sociabilité se multiplient, facilitant la circulation des idées. Louis XV tente de contrôler cette opinion publique naissante. La censure existe, les livres interdits sont saisis, les auteurs de pamphlets sont emprisonnés. Mais c'est un combat perdu d'avance. Les textes interdits en France sont imprimés à Londres ou Amsterdam et circulent clandestinement. Les idées se propagent plus vite que la police ne peut les arrêter. La monarchie découvre qu'elle ne peut plus imposer le silence. Cette opinion publique devient un acteur politique à part entière. Elle juge les décisions du roi, elle commente les nominations ministérielles, elle critique les dépenses de la cour. Les ministres doivent désormais tenir compte de ce qu'en pensera le public. Certains, comme Necker, utilisent même l'opinion publique pour renforcer leur position. La politique n'est plus seulement une affaire entre le roi et les grands du royaume, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Malgré tout, Louis XV garde quelques fidèles jusqu'au bout. Le duc de Richelieu, maréchal de France et libertin notoire, reste dévoué à son roi. Il partage les mêmes vices, les mêmes goûts pour les femmes et la bonne chère. Il défend Louis XV contre ses détracteurs, arguant que le roi n'est pas pire que ses courtisans. Mais cette défense ne fait qu'aggraver le problème. Dire que le roi est aussi débauché que les autres, ce n'est pas le défendre, c'est reconnaître qu'il a trahi sa fonction. Quelques ministres restent loyaux malgré les difficultés. Choiseul, malgré ses désaccords avec le roi sur certains sujets, continue à servir l'État avec dévouement. Il comprend que la situation est grave et qu'il faut agir, mais il se heurte aux mêmes obstacles que les autres, l'opposition des privilégiés, l'indécision du roi, l'influence néfaste des favorites. Le bas clergé, les curés de campagne qui vivent au contact du peuple, conservent souvent une certaine affection pour le roi. Ils le voient naître comme une victime de mauvais conseillers plutôt que comme un tyran. Cette vision naïve témoigne d'une certaine loyauté, mais elle est de plus en plus isolée. Le haut clergé, les évêques et archevêques prennent leur distance. Ils comprennent que la monarchie est en train de perdre sa légitimité. Dans le peuple, quelques voix s'élèvent encore pour défendre le roi. Certains paysans âgés se souviennent de l'époque où on l'appelait le bien-aimé. Ils refusent de croire que leur roi est devenu un monstre. Ils mettent tous les malheurs sur le compte de ses ministres ou de ses maîtresses. Cette loyauté touchante montre qu'une partie du peuple reste attachée à l'institution monarchique. Mais ces fidèles sont une minorité de plus en plus isolée. Le contraste avec Louis XIV est saisissant. Le roi Soleil avait su incarner la majesté royale dans toute sa splendeur. Il avait fait de Versailles le centre du monde. Il avait imposé l'étiquette la plus stricte. Il avait transformé la monarchie en spectacle permanent. Chaque geste du roi était codifié, ritualisé, théâtralisé. Louis XIV était conscient que la monarchie absolue repose sur le prestige et la distance. Louis XV, au contraire, déteste l'étiquette. Il préfère les petits appartements aux grands salons. Il fuit les cérémonies officielles. Il recherche l'intimité plutôt que la grandeur. Cette différence de tempérament n'est pas qu'une question de goût personnel. Elle a des conséquences politiques. En se montrant trop humain, trop accessible, Louis XV démystifie la monarchie. Le roi n'est plus un demi-dieu, c'est juste un homme avec ses faiblesses. Louis XIV avait des maîtresses, mais il savait les gérer. Madame de Montespan et Madame de Maintenon avaient de l'influence, mais elles restaient dans l'ombre. On ne les voyait jamais gouverner ouvertement. Leur pouvoir était réel, mais discret. Louis XV, au contraire, laisse ses favorites s'afficher publiquement, intervenir dans les affaires d'État,
dépenser sans compter. Cette indiscrétion détruit l'image royale. Sur le plan militaire, la différence est tout aussi marquée. Louis XIV a mené des guerres coûteuses, souvent critiquables, mais il les a gagnées. Il a agrandi le royaume, repoussé les frontières, fait trembler l'Europe. Louis XV perd la plupart de ses guerres et abandonne des territoires immenses. Cette incapacité militaire est perçue comme une trahison. Un roi qui ne sait pas défendre son royaume ne mérite pas son trône. Avec le recul, on peut voir dans le règne de Louis XV tous les signes avant-coureurs de la Révolution. Le discrédit de la monarchie, la crise fiscale, la montée de l'opinion publique, la diffusion des idées des Lumières, l'incapacité à réformer, tous ces éléments sont en place dès les années 1770. Il ne manque plus qu'une étincelle pour que tout explose. Les émeutes de subsistance se multiplient. En 1775, la guerre des farines secoue la région parisienne. Le peuple affamé pille les marchés et attaque les convois de grains. Il faut l'armée pour rétablir l'ordre. Ces violences montrent que la patience du peuple a des limites. Quand on a faim, on ne respecte plus rien, même pas le roi. Les parlements deviennent de plus en plus factieux. Ils se présentent comme les défenseurs du peuple contre le despotisme royal. C'est un mensonge éhonté puisqu'ils défendent surtout leurs privilèges, mais ça fonctionne. L'opinion publique prend fait et cause pour les parlements contre le roi. Cette alliance objective entre les privilégiés et le peuple contre la monarchie est un signe inquiétant. Les philosophes radicalisent leur discours. Rousseau, dans le Contrat social, remet en question le principe même de la monarchie héréditaire. Il affirme que la souveraineté appartient au peuple et ne peut être aliénée. Ces idées sont révolutionnaires au sens propre. Elles sapent les fondements mêmes de l'ordre établi. Louis XV les laisse circuler, incapable de mesurer leur danger. Louis XV porte une responsabilité personnelle écrasante dans cette catastrophe. Il n'était pas stupide, il n'était pas cruel, il n'était pas fou. Il était simplement faible. Cette faiblesse est le péché originel de son règne. À chaque moment crucial, il a choisi la facilité plutôt que le devoir, le plaisir plutôt que le travail, le compromis plutôt que la décision. Son éducation l'avait mal préparé. Orphelin à 5 ans, ballotté entre différents précepteurs, il n'a jamais vraiment appris à gouverner. Louis XIV avait formé son fils et son petit-fils, leur transmettant son expérience et sa vision du pouvoir. Louis XV n'a eu droit à aucune formation sérieuse. Quand il est devenu roi, il était totalement démuni face aux responsabilités qui l'attendaient. Sa personnalité aggravait encore les choses. Louis XV était d'un naturel mélancolique, enclin à la dépression. Il avait une peur maladive de la mort, conséquence de son enfance traumatisée. Cette angoisse le paralysait. Au lieu d'affronter les problèmes, il les fuyait. Il se réfugiait dans la chasse, dans les bras de ses maîtresses, dans les plaisirs faciles qui lui permettaient d'oublier ses responsabilités. Son intelligence rendait le tout encore plus tragique. Il comprenait parfaitement la situation. Il savait que la France avait besoin de réformes. Il voyait que la monarchie perdait sa légitimité. Dans des moments de lucidité, il exprimait sa conscience du désastre à venir. « Après moi, le déluge n'est pas une phrase cynique, c'est un aveu d'impuissance. » Louis XV savait qu'il laissait à son successeur une situation impossible, mais il ne faisait rien pour l'éviter. Louis XVI hérite donc d'une situation catastrophique. À 20 ans, sans expérience, sans charisme, il doit faire face à une crise que son grand-père a laissé pourrir pendant des décennies. Les finances sont au bord du gouffre. La dette représente plusieurs années de recettes de l'État. Les privilégiés refusent de payer. Le peuple commence à avoir faim. L'opinion publique est hostile à la monarchie. Le jeune roi essaie sincèrement de bien faire. Il renvoie les maîtresses, il s'entoure de ministres réformateurs, il tente de redresser la situation. Mais il se heurte aux mêmes obstacles que son grand-père. Les parlements bloquent les réformes, la noblesse défend ses privilèges, le clergé refuse de contribuer. Et Louis XVI, aussi faible que Louis XV, recule à chaque fois. La convocation des États généraux en 1788 est l'ultime tentative pour sortir de l'impasse. Louis XVI espère que cette assemblée acceptera les réformes fiscales nécessaires. Mais les États généraux vont lui échapper. Le tiers-État va se proclamer Assemblée nationale, remettre en question tous les fondements de la monarchie
et déclencher le processus révolutionnaire. En moins de 5 ans, Louis XVI passera de roi absolu à prisonnier, puis à condamné à mort. La Révolution n'était pas inévitable en 1774. Si Louis XV avait eu le courage de réformer, s'il avait accepté de partager un peu de pouvoir, s'il avait modernisé les institutions, la monarchie aurait pu survivre. D'autres pays européens ont réussi cette transition vers une monarchie constitutionnelle. Mais la France de Louis XV était trop rigide, trop corrompue, trop discréditée pour évoluer en douceur. L'histoire a été sévère avec Louis XV, probablement trop sévère. Il n'était pas le monstre que dépeignent les pamphlets révolutionnaires. Il n'était pas non plus l'incapable total que décrivent certains historiens. C'était un homme complexe, intelligent mais faible, cultivé mais paresseux, conscient de ses devoirs mais incapable de les accomplir. Son règne n'a pas été que négatif. La France a connu une prospérité économique certaine pendant les années fleuries. Les arts et les lettres ont brillé. Les philosophes des Lumières ont pu développer leurs idées. La société française a évolué, s'est modernisée, s'est ouverte aux idées nouvelles. Mais ces progrès ne compensent pas les échecs catastrophiques en politique intérieure et extérieure. La perte de l'empire colonial reste la tache indélébile de son règne. Le Canada, la Louisiane, l'Inde, tous ces territoires ont été abandonnés à l'Angleterre. Cette défaite a des conséquences qui dépassent la simple perte territoriale. Elle marque le début de la domination britannique sur les mers et le début du déclin français. La France ne retrouvera jamais la position qu'elle occupait sous Louis XIV. Le discrédit de la monarchie est l'autre grand échec. Louis XV a transformé une institution respectée en objet de moquerie. Ses scandales sexuels, son incapacité à gouverner, sa soumission à ses maîtresses ont détruit le prestige royal. Quand Louis XVI montera sur le trône, il devra non seulement résoudre les problèmes concrets, mais aussi restaurer la dignité de la fonction royale. Cette seconde tâche s'avérera impossible. Le parcours de Louis XV illustre une vérité historique fondamentale. Aucun capital politique n'est acquis définitivement. On peut être adulé un jour et détesté le lendemain. La popularité du roi en 1744, lors de sa maladie à Metz, était réelle et profonde. Le peuple l'aimait sincèrement. 30 ans plus tard, ce même peuple se réjouit de sa mort. Comment expliquer un tel retournement? La réponse tient en un mot: la trahison. Le peuple a le sentiment que Louis XV l'a trahi. Il attendait de son roi qu'il le protège, qu'il défende les intérêts du royaume, qu'il incarne les valeurs chrétiennes. Or, Louis XV a fait exactement le contraire. Il a perdu des guerres, ruiné les finances, scandalisé par sa vie privée. Il a préféré ses plaisirs personnels au bien commun. Cette trahison est impardonnable. L'enterrement nocturne et honteux du 12 mai 1774 est le symbole de cette chute. Un roi de France réduit à se faire enterrer comme un criminel, c'est la fin d'un monde. La monarchie de droit divin reposait sur le respect, la vénération même, du souverain. Quand ce respect disparaît, tout l'édifice s'effondre. Louis XV a détruit en 30 ans ce que ses prédécesseurs avaient promis des siècles à construire. Son petit-fils Louis XVI paiera le prix de cette destruction. Il sera jugé, condamné et exécuté en janvier 1793. La foule qui assistera à son exécution criera « Vive la nation !» La monarchie française est morte le 10 mai 1774 avec Louis XV. L'exécution de Louis XVI n'en sera que l'acte final, le moment où l'on enterre définitivement un régime déjà condamné. L'histoire de Louis XV n'est pas seulement celle d'un roi qui a raté son règne. C'est l'histoire d'une monarchie qui s'est sabordée elle-même, incapable de se réformer, incapable d'évoluer, et qui a fini par s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions.